Bonsoir à tous et à toutes. Qui se souvient des dossiers de l'écran? Pour les plus jeunes, ce n'est peut-être pas évident, mais pour ceux qui étaient nés à cette époque-là et qui regardaient la télévision, cette émission dont vous parlez, c'était une soirée spéciale. Je crois que c'était tous les dimanches ou tous les 15 jours, je ne sais plus. Cette émission était une soirée débat. On avait en première partie un film particulier, et une fois le film terminé, on avait un débat en plateau avec des gens qui traitaient du sujet relatif au film. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, et c'est un coup d'essai, je ne pense pas qu'il y aura une suite, mais c'était le prétexte aujourd'hui de faire une espèce d'équivalent en très peu de temps. Par contre, c'est pas une émission débat avec des invités en plateau puisqu'il n'y a que moi. Mais le sujet m'intéresse, donc je voulais en parler avant. Je vais vous mettre ensuite dans les prochaines minutes un épisode d'un feuilleton qui est pour moi très significatif de quelque chose, un sujet dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Et donc, je ne vais pas en parler tout de suite. J'attends d'abord que vous ayez visionné l'épisode que je vais vous mettre tout de suite, qui dure une vingtaine de minutes. Et ensuite, je reviendrai pour détailler un petit peu le sujet. Et l'explication qui va arriver, ce ne sera pas un débat, mais ce sera donc mon point de vue en rapport avec le sujet traité dans l'épisode qui va suivre dans quelques instants. Sachant que c'est mon interprétation propre. Vous en aurez peut-être une autre. En tout cas, toujours est-il que ce que je vais évoquer ensuite, c'est ma perception de ce que je comprends dans cet épisode. Et c'est pour moi le message qui est plus ou moins caché. Il nous fait ce message que donne cet épisode est intéressant à plusieurs niveaux. D'abord parce que sous prétexte de sujets télévisuels et de distraction et de divertissement, on arrive à faire passer un message particulier. Et ensuite parce que ce message particulier, c'est une fausse piste pour cacher une autre réalité. Et c'est là où moi je fais une deuxième ou une troisième lecture de ce genre de feuilleton. Alors ils sont pléthores, ces séries, ces épisodes de feuilletons télévisuels, sachant que le genre qui va être abordé dans l'épisode qui va suivre tout de suite après, c'est le genre fantastique. Mais il peut être aussi de différentes façons. Il peut être dans le genre thriller ou dans le genre horrifique, etc. Ce n'est pas un souci. Mais simplement pour l'épisode qui nous concerne tout de suite, c'est un épisode en rapport avec le côté fantastique. Ce domaine-là a permis de cacher beaucoup de choses. Et en particulier, ce que je vais traiter juste après l'épisode. Donc je vous propose dans un premier temps de regarder cet épisode qui dure une vingtaine de minutes. Et ensuite, je ferai un petit débriefing en rapport à ce sujet. Vous n'hésiterez pas ensuite, si ça vous intéresse, à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo et me faire des retours par rapport à ce que vous avez compris, ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire par rapport à ce que moi je vais vous dire après. Et puis voilà, on peut ouvrir un débat. Et voilà, donc je vous laisse avec l'épisode et on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes. Gritos en la noche. Au milieu d'un désert couvrant des milliers de kilomètres carrés, un phénomène est apparu, dépassant la pure logique. Et le major Ben Darnell a été appelé pour l'élucider. Jimmy, attends. Non! Tu t'en vas pour longtemps.
courant des détails quand t'es sur place, pas avant. On est sur un terrain militaire strictement surveillé. Des avions de combat sont venus en mission d'entraînement ici il y a 2 jours et là, ils l'ont vu. Vu quoi? Va voir là-bas. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Seulement de dehors. Pas question d'entrer et on n'entend rien du tout. Est-ce qu'ils savent qu'on est là? Apparemment non. C'est étonnant. C'est électromagnétique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? À toi de nous le dire. C'est toi l'expert ici, je te signale. Il y a une sorte de barrière qui protège ce cube. Quelle que soit cette chose, il se pourrait que ce soit la découverte du siècle. Et par la grâce de Dieu ou par simple chance, c'est notre armée qui l'a trouvé. J'ai vu un seul individu. Et selon ce que vous dites, c'est une famille de 5 personnes qui est là. C'est exact. Je pars tout à l'heure pour aller informer les généraux Mason et Scott. Pendant mon absence, vous établirez de façon très précise les caractéristiques physiques de ce phénomène. Entendez. Mais comme on ne les entend pas, il nous faudrait un expert qui sache lire sur les lèvres. Notre service de renseignement militaire n'a pas ce genre d'expert. D'habitude, on fait appel à la CIA. Alors appelons la CIA. C'est hors de question, Major. Il s'agit d'un cas qui concerne uniquement l'armée des États-Unis. Et j'entends que ça le reste. C'est compris? Briggs? Oui? Oui, je peux arriver à 22 heures. Je vous informerai en cours de route. Oui. Et que vous attendiez? C'est un peu comme regarder à travers une immense fenêtre. Une fenêtre à sens unique. C'est peut-être une forme de réalité existant à travers des mondes parallèles. D'après tous les instruments que j'ai apportés, la prairie, la maison, les gens, rien de tout cela n'existe. Danny? Par ici. J'ai bien réfléchi. Quand on n'obtient aucun résultat, il faut regarder les choses sous un autre angle. On marche sur du sable bourré de magnétite. Tes enfants, ils verraient qu'un terrain de jeu immense. Oui, ils s'amuseraient comme des fous ici. Et Elise, comment va-t-elle? On se parle presque plus. Ça m'a fait de la peine. Ce jour-là, il m'a échappé, Dan. Je le tenais pourtant bien serré dans mes bras. Regarde-la. Le grand-père qui lit des histoires aux enfants.
peut-être des extraits de la Bible. Quel plaisir de voir dans la vie d'aujourd'hui qu'il a existé d'aussi belles familles. Hein? C'est vrai qu'ils ont l'air heureux. On dirait une peinture vivante de Norman Rockwell. La mère ne porte pas d'alliance. Elle est sûrement veuve ou divorcée. Elle est belle, tu trouves pas? Oh! Je pense qu'on va pouvoir remplacer le générateur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un petit coup de main? On arrive! Ils disent que c'est une durite qui a brûlé. Ils vont le réparer. Il faut vite qu'on trouve un chalumeau, des tubes en métal et de la glace. Des tonnes de glace. Sergent, assurez-vous que cette machine soit continuellement approvisionnée en glaçons. Le minuteur est programmé pour envoyer un glaçon toutes les 3 secondes. Oui, monsieur. Si un glaçon traverse la barrière, vous devrez noter l'heure à la seconde près et me prévenir. Pourquoi des glaçons? C'est parce qu'ils vont fondre, hein, je ne veux pas leur faire peur. Tu crois que les glaçons passeront à travers? La barrière est tombée assez longtemps pour que la fumée puisse passer. Et si ce phénomène s'est produit, il se reproduira. Je peux voir, bien sûr. Sergent? Bonsoir, Major. Bonsoir. Bonsoir, Major. Major! Venez vite, Major! La barrière est tombée! Cinquième jour. La barrière est tombée pour la 4e fois. À chaque fois pendant exactement 15 secondes. Les intervalles sont irréguliers. Mais bientôt, j'espère pouvoir déterminer quand la prochaine fois aura lieu. J'ai gardé ces informations pour moi. L'armée reste en état d'alerte, ce qui me semble complètement ridicule. Je passe la plupart de mon temps à observer ces gens. C'est une famille heureuse et unie. Le genre de famille que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai déjà l'impression de bien les connaître, en particulier la femme. Découvrir qui elle est et qui est sa famille.
Si j'arrive à savoir ce qu'ils se disent entre eux, je pense que j'aurai mes réponses. Ici le major Ben Darnell. Passez-moi l'officier de liaison de la CIA. Général Coleman, où est le major Darnell? J'avais donné un ordre très clair. La CIA ne devait pas savoir. Général. J'ai annulé ce que vous demandiez. Attendez, Major Darnell, vous êtes officiellement relevé de vos fonctions. Vous allez partir d'ici. Attendez, vous faites une grave erreur. Je suis le seul à pouvoir tout Vous avez éclaircir. désobéi aux ordres et vous allez partir d'ici. Vous avez tout gâché et je vous conseille de garder cette histoire pour vous. Je ne sais même pas ce qui m'empêche de vous envoyer tout de suite Je aux lâcherai arrêts. pas cette affaire, vous me comprenez? Major, je vous conseille d'enlever vos mains. Non, écoutez, j'ai presque trouvé. Si je m'en vais, vous ne saurez jamais rien du tout. Capitaine Holman, mettez le major aux arrêts. Dan! Ça ira. Suis-moi. Ouais, c'est bien. Laisse-moi là. À vous ordres, lieutenant. Tu risques la cour martiale. Tu le sais, ça? Briggs dit que si tu lui expliques tout ce que tu as pu apprendre, il sera plus clément avec toi. Ben, tu sais quand doit se produire la prochaine ouverture? Écoute, si tu veux quelque chose ou alors téléphoner à quelqu'un, Danny. Au revoir. Sergent? Avoue que c'est assez passionnant ce travail. Ah oui, alors. Capitaine Holman! La barrière est tombée! Il se dirige vers l'ouverture! Arrêtez!
prochaine ouverture se produira-t-elle? J'en sais rien. La fenêtre a disparu. Le vieil homme, c'est lui qui a fait ça. Vous n'allez pas me dire qu'il a fait tout disparaître en récitant quelques lignes de ce livre? Ces fenêtres doivent apparaître souvent dans leur monde. En voyant l'étranger, l'homme a dû comprendre qu'il était venu à travers une fenêtre, alors il l'a fermée. Moi, ça me va très bien qu'elle reste fermée. Dieu est ton âme, Ben. Où que tu sois. Et maintenant, la fenêtre est tournée vers nous. Et on ne sait pas encore quand, mais elle s'ouvrira forcément. Et ils viendront chez nous pour dîner. Nous voici de retour. J'espère que l'épisode ne vous a pas ennuyé. Je suppose qu'il vous a intrigué ou intéressé. C'est le but. Et ce qui est intéressant avec cet épisode et ce sujet traité, c'est que donc il y a plusieurs lectures. Après, chacun est différent et en fonction de nos connaissances personnelles, de notre point de vue et de nos croyances, on aura une conclusion ou un enseignement qu'on pourra tirer de cet épisode qui va varier en fonction donc des individus et de leur cursus et de leur ressenti, etc. Pour le coup, moi j'ai une analyse assez particulière. Donc moi la conclusion de cet épisode, je la vois comme étant une explication magnifique de ce qu'est le monde des djinns et sa façon d'interférer dans notre monde. C'est la fenêtre ouverte, donc nous sommes au milieu d'un désert aux États-Unis, peu importe d'ailleurs le désert, mais c'est un endroit où il n'y a aucune vie. Et à cet endroit-là, une fenêtre s'ouvre, comme vous avez pu le voir, sur un autre monde, une réalité qui est très particulière et qui n'a rien à voir avec le monde autour d'elle. C'est une réalité qui est visible uniquement à des observateurs qui sont en dehors de cette réalité. En l'occurrence, ces militaires qui observent cette fenêtre ouverte sur un monde magnifique d'ailleurs, mais qui est complètement détaché et donc qui n'est pas visible de ceux qui vivent dans ce monde particulier. Donc les observateurs extérieurs, les militaires, peuvent le voir sans que ce monde magnifique, les occupants de ce monde magnifique ne puissent avoir conscience de ça. Ils ne voient personne. Ils sont dans leur monde, ils n'ont pas conscience qu'on les observe. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, les observateurs, les militaires, ils ont tout le long qu'une envie, c'est d'essayer de rentrer en contact avec ces gens. Donc, mais sauf qu'il y a une barrière qui les en empêche. Et au fur et à mesure du temps, donc on comprend à la fin de l'épisode que nos chers soldats y sont arrivés. Donc après, je passe sur le côté militaire parce que ça c'est toujours c'est romancé, hein, c'est pour donner un véhicule à la narration de l'histoire, de mettre des personnages un peu ambigus ou avec des névroses ou des carences. Le personnage principal, c'est un soldat, il a un froid avec sa femme, avec sa fille. On comprend qu'il a perdu son enfant, et on le projette là-dessus. On nous donne cette information pour justifier le fait qu'il sera obsédé par l'idée d'aller rencontrer cette femme qui ressemble plus ou moins à son épouse, avec qui il est en froid. Et avec le petit garçon, le parallèle est fait que ce petit garçon, il a perdu le sien il n'y a pas longtemps. Donc ça permet justement de justifier cette obsession de rentrer là-bas. Donc de tout quitter, le monde qui ne lui convient pas, ça permet d'y aller, alors qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce monde qu'ils observent. Ça, c'est juste le point narratif. Après, on peut l'habiller comme on veut. Ça, c'est pas un problème. Les scénaristes, ils ont des centaines d'idées pour adapter ça. Ça, c'est pas un problème. Mais le fond du problème, enfin, le fond de la chose, ce qui est à comprendre, et de mon point de vue, hein, est important, c'est cette rencontre des deux mondes. Parce que dans la réalité, là, on est dans le monde fictif, mais dans la réalité, ça emboîte parfaitement, ça rentre parfaitement c'est raccord avec ce qu'on voit dans la fiction. En d'autres termes, cette ouverture de fenêtre, elle a lieu dans la réalité, avec des personnes qui sont absolument pas au courant qu'on puisse avoir accès à leur monde sans qu'ils observent ceux qui les observent.
Je ne sais pas si je suis clair, mais dans notre monde, à nous, celui qui nous concerne, le monde humain, nous sommes nous-mêmes observés par des entités qui vivent dans un autre monde. Ces entités ont conscience de notre existence, elles nous voient, alors que nous-mêmes, nous ne pouvons pas les voir. Parfois, il y a des passages où ils peuvent rentrer dans notre monde, mais c'est furtif, c'est pas évident, et c'est souvent avec de fausses apparences. Vous avez bien compris que je parle du monde des djinns. Nous, on peut faire le parallèle avec l'épisode de cette série où nous, les humains, sommes ce monde de personnes. Alors ça fait penser un peu à des comment on appelle ça, les Quakers ou les WASP américains qui vivent dans la campagne à l'époque donc du 19e siècle, 18e siècle, où tout sent bon, le bonheur, etc., la campagne, la vie paisible. Donc ça, ce serait notre monde à nous les humains, et on serait observé par les soldats qui, eux, se demandent qui nous sommes, mais ils nous observent, ils ont conscience de nous. Donc nous c'est notre rapport. Le parallèle, il est là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la conclusion. Une fois qu'on a réussi à franchir cette barrière, le soldat, rentre dans notre monde, dans le monde des civils heureux, on va dire. Et quand il rentre, là, il y a une interférence qui se fait. On a conscience qu'il y a des gens qui sont rentrés dans notre espace-temps. Et là, c'est le choc. C'est-à-dire que la conclusion, elle est bien emmenée. Et donc, les gens, donc ceux qui sont représentés par les humains paisibles, c'est des monstrueuses personnes qui se nourrissent de personnes autres. Donc, ils vivent entre eux. Et leur monde s'est apparemment affiché de manière impromptue aux yeux des soldats. Sauf que quand on observe donc le soldat qui se fait dévorer, quand une fois qu'il est rentré, il se fait manger, ce que vous voyez à la fin, c'est que il y a une espèce de chef de cette famille qui arrive avec un grimoire et qui fait des espèces de gestes. Et il balance une formule qu'on n'entend pas. Et à ce moment-là, son monde, à lui, avec toute sa population, sa famille, il disparaît aux yeux des autres. Il devient invisible. Et les soldats dans le désert se retrouvent avec le désert tel qu'il a toujours été. Et la fenêtre s'est fermée. La fenêtre de l'espace-temps, avec ce monde magnifique, s'est fermée définitivement. Les soldats se retrouvent tout seuls, et ils l'expliquent très très bien. On comprend à ce moment-là qu'on a affaire à des portes qui permettent des passages dans l'espace et le temps de différentes dimensions, avec des réalités propres. Simplement, la connexion a été faite par quelqu'un qui a ouvert cette connexion et qui a ensuite pu la fermer. C'est ce qu'on comprend dans cet épisode-là. Et ensuite, on comprend, il y a le deuxième effet qui se coule, la deuxième fin, qui offre ce point de vue très intéressant et qui valide complètement la théorie, selon moi, de cette porte des mondes, de cette porte des étoiles. C'est ce que j'appelle, moi, la porte des étoiles. L'ouverture des portes avec le monde des djinns. Et là, on voit, donc, une fois que les soldats sont partis, et les soldats n'ont plus conscience, donc ne voient plus ce monde-là, du côté des gentils, donc cannibales désormais, ils ont la possibilité, toujours avec le grimoire de ce chef de village, de réouvrir une porte, mais cette fois-ci, cette porte, elle s'ouvre sur le monde des soldats, à leur insu, et donc les gentils cannibales peuvent observer, avec leur point de vue, sans être observés, et ils voient le monde des humains, de leur point de vue. Et on voit que le sorcier, donc, il a une espèce de petit appareil avec une écriture, avec des symboles. Je n'arrive pas à les définir clairement, mais je pense que ça ressemble beaucoup à des symboles kabbalistiques. C'est ce qu'on appelle des talismans, hein, pour faire très simple. Et là, on a quelque chose de très cohérent avec le monde des djinns qui nous observe, qui interfère et qui nous veut du mal. Sauf que là, ils ont inversé les rôles. Les humains observent un monde de personnes méchantes. Alors que si on prend la réalité dans le monde dans lequel nous sommes, c'est plutôt les djinns qui ont la possibilité de nous observer, et eux font partie, pour une partie d'eux, c'est-à-dire les démons, font partie de ce monde démoniaque, donc qui nous veut du mal. Et eux peuvent interférer dans le nôtre, ce qui n'est pas le cas de nous qui ne pouvons pas faire le voyage inverse, sauf si on cohabite avec eux, si on fait des accords et on pactise avec eux. En tout cas, certaines personnes nous ont rapporté que, moi j'ai entendu, c'est des récits, il n'y a aucune preuve, hein. C'est des paroles contre paroles, et qui nous ont rapporté que certaines personnes ont pu faire des petites escapades, alors, soit en rêve, soit sous hallucination dans le monde des djinns. Ça arrivait. En tout cas, j'ai eu quelques échos là-dessus, mais rien n'est vérifiable. Et à partir de là, donc, quand on voit ça, on comprend que le message, il est clair, pour ceux qui savent lire entre les lignes, et ils s'en cachent pas, en fait. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on arrive donc à faire passer quelque chose. Là, si je vous avais expliqué ça, si j'avais expliqué ça, les portes des mondes avec les djinns et les humains,
à d'autres personnes qui n'ont ni connaissance de cette série ni de rien d'autre et qui ne sont pas spécialement versés dans cette croyance ou dans la religion qui évoquerait ça, bah, il sera en train de me dire mais de quoi tu parles, cher ami, ça fait penser aux séries fantastiques, au monde de l'imaginaire. Tu nous inventes quelque chose, mais tu es juste un copieur d'une lecture que tu as faite. Donc c'est du romancé, c'est de l'invention, tu es un mytho. Voilà. En gros, c'est le discours qu'on me servirait. Sauf que si vous connaissez un peu le principe que je viens d'énoncer par rapport au monde parallèle, etc., on comprend là, à ce moment-là, que la réalité a été mise dans le domaine de la fiction pour la faire disparaître et la rendre moins crédible. Donc on l'a transformée, on l'a travestie. On prend les réalités, on les fait passer dans le monde fictif. Ce qui est très fort et ce qui se fait depuis toujours en réalité. Dans les contes et légendes, on a toujours pris des faits réels et on les a mystifiés. Voilà. Et le mystique, on l'a passé comme réalité. C'est pas compliqué, je vais revenir encore au même exemple. Ce qu'on a fait passer du mystique au réel, c'est la théorie de l'évolution, les dinosaures, ce genre de choses. Toutes ces croyances-là, on les a emmenées du mystique, vraiment, à la réalité. Et c'est devenu, même si ça reste toujours, entre guillemets, une théorie dans la bouche des gens, cette théorie est devenue une réalité. Elle se fonde sur des croyances non tangibles, des on dit, des je pense que, mais c'est devenu des réalités dures comme le fer et valables malgré tout, quoi qu'on en dise. Et c'est notre monde à nous qui est comme ça. Mais la réalité des choses, quand elle passe le matériel, quand elle est au-dessus du matériel, quand elle est spirituelle, ben elle passera pas. On vous dira même, ça apparaît déjà dans un certain nombre d'ouvrages et de mythologies, et donc vous êtes partisan d'une mythologie. Et c'est fini, vous avez plus de considération, c'est difficile ensuite d'expliquer cela quand on leur dit que c'est la réalité. L'épisode qu'on vient de voir fait partie de la série anthologique fantastique qui s'appelle Les Nuits de l'étrange. En anglais, ça donne Night Vision. C'est une série qui n'a pas été renouvelée, elle a fait qu'une seule saison. Il y a eu 26 épisodes. Celui-ci, c'est le 5e ou le 6e. À mes yeux, c'est le meilleur épisode de cette série. Les autres sont plus ou moins à des niveaux moindres, voire même très médiocres. Mais après, ils sont disponibles quasiment en intégralité sur YouTube. Simplement, sachez juste que voilà, vous allez avoir des épisodes de différents niveaux. Si vous voulez les regarder, regardez-les. Des souvenirs que j'ai, je les ai pas tous vus en intégralité, mais les sujets traités, pour certains, je les connaissais via d'autres séries fantastiques ou un peu dans le même domaine. Et le début n'était tellement pas, c'était tellement mal emmené que je suis pas allé au-delà de l'introduction de ce que j'ai compris au départ. Parfois c'était bancal dès le début, vous le voyez tout de suite. Et cette série en général, elle est très déséquilibrée. Et ça limite un petit peu voilà, l'intérêt. Sachant que cette série a été écrite et produite par un certain Dan Angel. Alors est-ce que ça parle à quelqu'un, à quelques personnes? Sûrement. Dan Angel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le producteur et le scénariste de certains épisodes de la série X-Files. X-Files, la série aux frontières du réel, la série qui nous parlait de théorie du complot dans les années 90, 2000. Je ne sais plus combien de saisons, 8, 9 saisons, plus des différents épisodes, différents téléfilms et films. Où on parlait donc d'extraterrestres, d'agents de complot, donc du gouvernement, de maladies diffusées par différents complotistes. On parlait de tout et n'importe quoi. Toutes les théories possibles et toutes les légendes connues ont été traitées, les grandes légendes évidemment, et les grands complots ont été traités dans cette série. Donc en particulier, ils avaient une spécificité vraiment, c'était le gros de la série, c'était le traitement de l'existence des extraterrestres. Donc cette fumisterie a été traitée dans cette série comme quelque chose de tangible et on en a vraiment parlé beaucoup. Et ça, c'est un de leurs points forts. Et c'est des propagandistes, hein, les producteurs, il y a lui, Dan Angel, et il y a notre cher ami Gilligan, je ne vais pas dire de Vince Gilligan, je m'étais trompé l'année dernière sur la vidéo que j'avais faite où je traitais déjà de X-Files, et je m'étais trompé de personnage. Son nom c'était Vince Gilligan, c'est lui-même, ce Vince Gilligan et ce Dan Angel ont créé X-Files, et ont écrit les épisodes pour la plupart d'entre eux. Et donc Dan Angel est un adepte des théories du complot, du fait extraterrestre et de cette croyance et cette fumisterie géniale qui est donc les entités, que sont les entités extraterrestres donc venues d'une autre galaxie, alors qu'en réalité, pour ceux qui sont un peu versés dans la croyance, savent que les extraterrestres, si ce n'est des démons et des djinns, ne sont rien d'autre que ces entités-là. Elles ne viennent pas d'une autre galaxie, mais elles sont bien terrestres.
Et ces deux personnages donc nous ont produit des séries. Donc il n'y a pas que celle-ci, hein, il en a fait d'autres un peu horrifiques, etc. Sincèrement, je suis pas allé les voir pour certaines, mais d'autres que je connaissais, mais il n'y a pas grand intérêt. Mais voilà, par exemple, et probablement qu'il traite encore de ça dans ses autres productions, mais pour le coup, ici, cet épisode-là, il est pour moi très intéressant dans sa construction et dans le message qu'il renvoie. Donc son message qui est doublement caché, mais si on comprend, si on arrive à prendre le négatif de la photo et à le développer correctement, on en fait un positif, et le positif au final, eh ben, c'est sa façon d'expliquer le monde des jeans, la façon de le faire apparaître, de le faire disparaître. C'est assez limpide, mais c'est remis du coup de la fiction, donc voilà, ça le range dans son cadre de la superstition et de l'inexistence, voilà. Et ce qui est dommage dans cette série, c'est que, bah, c'est pas dommage parce que c'est voulu. Ça traite donc de ce genre de sujet, mais c'est pas, on va pas au-delà. Et surtout, il n'y a pas de fond, si ce n'est de choquer les gens avec une fin soi-disant entre guillemets surprenante. Pour le coup, cet épisode-là, il l'est. La fin, elle est surprenante, mais la plupart des épisodes, la fin est assez bancale et plus ou moins convenue. Et surtout, ça renvoie, surtout, du moins, on comprend que moi, à mes yeux, cette série-là, c'est juste une espèce de copier-coller de ces grandes sœurs qui ont vraiment, elles, avaient de l'imagination et avaient un message profond. En particulier, pour moi, la meilleure série qui ait jamais existé. Et je pense pas qu'on la surpassera ou qu'on y arrivera à son niveau. C'est la quatrième dimension, celle de 1959, créée par Rod Serling, et absolument pas l'espèce de bouse que nous a produit Jonathan ou John Peels, je sais plus comment il s'appelle, un Afro-Américain médiocre, qui nous a fait deux films dégueulasses sur un noir qui se faisait zigouiller par son beau-père parce que il aimait pas les noirs, et un autre truc qui s'appelle Us. Ça se passe, je sais plus où, j'ai regardé, j'ai même pas souvenir de ce que c'était l'histoire tellement c'était débile. Alors on l'a rendu comme un génie et on lui a donné quelques millions de dollars pour faire cette bouse qui s'appelle Twilight Zone 2019, qui est sortie donc il y a un an et qui est pathétique. Mais la série de 1959, en noir et blanc, évidemment, avec un autre rythme, avec des épisodes qui traitaient à leur époque de sujets primordiaux, comme la guerre, les guerres mondiales, comme la conquête spatiale, comme l'invasion des extraterrestres également, comme la vie, comme la mort, la réussite sociale, la malchance, la rencontre d'autres mondes, etc. À tous les niveaux, hein. Et c'était très éclectique et très poussé dans la réflexion, et il y avait toujours un message. Et cette série-là, pour moi, c'est l'aboutissement de ce qui se faisait. Alors, il faut savoir qu'il y avait différents auteurs qui ont travaillé sur cette série. Rod Serling était l'auteur sur 156 épisodes. Alors, tout ce que je vais dire, je le dis toujours de tête, hein, comme souvent, comme 99% de ce que je dis. Je ne vérifie pas mes infos sur le coup, je dis ça de tête. Donc, je peux me tromper, évidemment, vous avez dû le remarquer, à certaines choses, dans certaines choses, mais ça fait partie du plaisir de faire des vidéos sans support. Donc la série fait 156 épisodes. Sur les 156, il en a écrit à peu près 90, Rod Serling, et les autres, donc une cinquantaine, soixantaine plus ou moins, ont été écrits par différents auteurs assez à la mode à l'époque, dans le fantastique, dans l'horreur, dont en particulier Ray Bradbury et Matheson, j'ai oublié son prénom, et certains autres encore auteurs dont j'ai oublié les noms. Mais Ray Bradbury et Matheson sont ceux qui ont écrit aussi un certain nombre, donc en plus de Rod Serling. Et cette série, pour moi, elle était vraiment vraiment large, et elle poussait les choses jusqu'au bout pour certains sujets. Après, il y a des autres épisodes qui n'étaient pas forcément au niveau. Mais pour son époque, 1959, 1964, 5 saisons avec des épisodes diffusés toutes les semaines, et c'était remarquable, surtout avec les moyens de l'époque. Et avec les connaissances du monde dans lequel ils étaient à l'époque, c'est assez impressionnant. Maintenant, on a des moyens techniques pour faire des séries formidables, mais on a une pauvreté intellectuelle qui est risible, et une pauvreté de l'imagination voulue et très restreinte par ceux qui financent, tout simplement, et qui fait qu'on a des bouses insipides. Si vous voulez faire travailler votre imaginaire, évidemment, il y a les livres. Évidemment, il y a la réflexion, la méditation à tous les niveaux, hein. Quand je parle de méditation, je ne parle pas de méditation façon yogi, avec se retirer dans la cambrousse et fumer des joints pendant 15 jours et manger des feuilles de salade, c'est pas du tout le sujet. La réflexion, simplement, vous vous posez dans un coin, vous pensez, vous faites travailler votre esprit. Et vous faites une réflexion saine et sans avoir un artifice qui vous égare ou qui vous distrait.
de la réflexion pure. Ça, la méditation, c'est la plus basique qu'il y a à faire. Et c'est ce qui fait travailler l'imaginaire et qui vous fait remettre les idées en place et vous fait analyser de manière concise les choses en réflexion, en passant du temps en silence. Et notre monde, il ne nous permet plus ça, et on ne permet plus ça en diffusant avec une vitesse un peu incroyable tout ce qui passe à la télévision ou dans la radio. Il y a un flux de rythme, vous l'avez vu dans toutes les séries, dans toutes les musiques, dans tout ce que vous pouvez voir, qui va vous distraire, vous instruire, vous divertir. C'est toujours avec un rythme effréné, avec une musique assourdissante, avec des textes incompréhensibles et répétitifs, mais toujours dans la précipitation. Vous n'avez pas le temps d'amalgamer l'information, de la comprendre, de la digérer, qu'on est déjà passé à autre chose. Vous êtes toujours, on est épuisé de la réflexion et on fait plus de réflexion au final, que ce soit n'importe quel film ou série. Regardez, le rythme c'est cut, très très cuté, ça va très très vite, les plans sont rapides, saccadés. On n'a plus le temps de se poser. Vous regardez ensuite, à contrario, la série La quatrième dimension de 1959. Vous allez voir le rythme, les gens. C'était un autre monde. Vous allez découvrir un monde qui n'existe plus. Mais je vous conseille fortement de la regarder et de ne pas vous choquer des décors carton-pâte ou des choses comme ça. Mais ça a un cachet magnifique et le noir et blanc est sublime tout ça. Si vous rentrez dans l'histoire avec ça, vous allez voir que votre perception du monde va évoluer. Et vous allez vous dire finalement, voilà, il y a une réflexion à faire, mais il ne faut peut-être pas la faire dans le sens qu'on nous impose avec un rythme effréné, sans recul. Là, vous avez, et puis surtout, après, c'est vous-même qui faites vos recherches, hein, ensuite dans ce que vous apprenez, ce que votre esprit découvre par rapport à ce que vous allez pouvoir voir et les réflexions que ça va susciter. Après, c'est un voyage sans fin jusqu'aux frontières qui sont celles de notre imagination. Ça, c'est les slogans de la quatrième dimension. Donc, pour finir et conclure là-dessus, nous avons un monde, celui de l'imaginaire, celui du divertissement, celui de la narration. Les humains, on s'est toujours raconté des histoires, hein, toujours, en tout temps. Avant, c'était verbal autour du feu, les familles, etc., les gens qui se réunissaient. Maintenant, on a, depuis la télévision, la radio, les journaux, les livres, c'est devenu par presse, donc par médias interposés. Mais on a toujours aimé les fictions, on a toujours aimé se raconter des histoires partout. Les conteurs, c'est les plus grands transmetteurs d'histoires, de folklore, etc. Et maintenant, on a quelque chose de différent. Mais on a quelque chose aussi de malsain, puisque ces conteurs, quand ces compteurs modernes à l'ère du numérique nous mentent en nous cachant une vérité et en nous faisant avaler de force et de manière très habile et avec toutes les meilleures technologies possibles et imaginables à l'heure actuelle, nous font passer le faux pour le vrai et inversement. Et ça, c'est juste formidable. Et surtout, comme disaient certains, quand ils ont le dessus, ceux qui nous dirigent et ceux qui nous envoient toutes ces informations via leur divertissement imposé, ils n'ont aucune gêne à nous montrer certaines parties de leur plan et de leur réussite sans gêne. Ils nous le montrent comme ça. Parfois, très ouvertement. Pour le coup, pour cet épisode, c'est pas forcément le cas, mais on y est presque. Et voilà, il suffit de bien regarder, bien observer et de prendre du recul et vous allez rapidement comprendre les artifices de ce monde. Et après, vous allez prendre du recul et vous allez comprendre comment il fonctionne et comment ne pas vous faire avoir par une propagande télévisuelle, cinématographique, etc. Mais pour certains, je pense que c'était déjà le cas. En tout cas, voilà, si ce format plaît ou si ce genre de sujet plaît, je pourrais éventuellement faire d'autres, en espérant juste que YouTube ne me strike pas les vidéos, puisque j'utilise des vidéos de séries télé, etc. En espérant que celle-ci ne sera pas strikée, je ne sais pas trop. Et puis voilà, donc les propositions sont faites, le débat est ouvert pour ceux qui souhaitent y participer. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, peu importe à quelle heure vous regardez cette émission. Et puis, je vous dis à très bientôt avec probablement un FAQ qui devrait arriver d'ici peu. Et une autre vidéo que j'ai en préparation dont je vous avais annoncé la sortie dans mon dernier live. Mais ça prend un peu de temps, mais c'est toujours sur le feu, on va dire. Donc, ça devrait arriver d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui veulent me soutenir et qui souhaitent me soutenir, peu importe de quelle manière, mais si vous souhaitez me soutenir financièrement, j'ai ouvert une chaîne, enfin une cagnotte Tipeee. N'hésitez pas à aller y faire un tour, déjà juste pour voir de quoi il en retourne. Et après, si vous souhaitez me soutenir, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc sur ce, je vous souhaite le meilleur, une bonne fin de journée, comme je le disais, et à très bientôt, j'espère.